Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Ville. On poursuit notre semaine sportive et c'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. 90 minutes donc de sport. Vous connaissez les horaires, 20h30, 22h en direct bien sûr sur la 3. On parlera football, on parlera rallye, on parlera tennis, on parlera bien sûr toutes disciplines sportives. Mais avant, regardons le sommaire. Sommaire, LGT News, Ligue des champions féminines 2023. Des demi-finales qui promettent. C'est dans le focus. Éléphant, comme en 2015, faut-il rappeler certains anciens pour gagner la CAN à domicile? Ça fait l'actu. La 3 vous souhaite une belle soirée sportive. Et bien sûr, vous le savez, dans cette émission, vous avez votre mot à dire. On vous permet d'interagir avec nous, avec la question LGT que je vous donne. La question LGT de ce soir concerne les éléphants, la sélection ivoirienne. Comme en 2015, faut-il rappeler certains anciens pour gagner la CAN à domicile? Ce sera le sujet principal de l'actu de ce soir. Vous pouvez donc nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99. Où vous avez la possibilité de nous écrire aussi sur la page Facebook de la 3. Bon, on commence, et pour commencer, bien sûr, je dois être accompagnée des autres membres de la team. Ils sont là, ils découvrons-les. Donc, ce soir, je serai accompagnée de Balo, de Jean-Philippe et de Martial Gourou. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Jean-Philippe? Ça va. Super bien. Et Martial? Assez bien. Assez bien. J'aime pas votre assez bien, Martial. Bon, je me porte bien et je suis heureux d'être à votre compagnie, ainsi que pour les autres... les amis qui sont sur ce plateau. Je voulais un très bien, ça va très bien. Ça va très, très, très bien. Voilà, Balo et vous? Super bien. Vous avez compris la leçon, c'est très bien. C'est juste Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'il a dit déjà, Jean-Philippe? Je vais très bien. Très bien, d'accord. Bon, c'est tellement doux que... bon, on s'habitue. C'est Jean-Philippe. Et c'est les membres de la grande team avec qui, bien sûr, on passera les 90 minutes ce soir. On commence avec la première rubrique et c'est LGT News. LGT News. Du basketball pour ouvrir les news de ce mardi. 2 candidatures validées pour l'Assemblée générale élective. On a désormais des informations sur les 2 candidatures validées à la prochaine Assemblée générale élective à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Après réception et analyse, la commission électorale, pilotée par Alayao, a retenu les dossiers du président sortant, Mahama Koulibaly, et Diarra Moussa, président de la JCA, dont le club a remporté cette année la Coupe nationale et a terminé vice-champion de Côte d'Ivoire. Sauf changement, l'élection à la présidence de la FIBB est prévue le 2 décembre prochain. La campagne électorale s'ouvrira le 17 novembre et s'achèvera à minuit le 1er décembre. À noter que le scrutin aura lieu au siège de FIBA Afrique à Abidjan-Treichville. LGT News. Rallye, la 2e édition de la Niébi-Tiassa lancée. Après une première édition réussie, le rallye de la Niébi-Tiassa revient pour une 2e édition en clôture de la saison 2023 de la Fédération ivoirienne d'automobile. Le week-end du 24 au 26 novembre, les équipages iront à l'assaut de cette dernière étape de la saison. La cérémonie de présentation s'est déroulée le samedi 11 novembre à la préfecture d'Agboville en présence des autorités municipales et régionales. Pour ce dernier vrombissement de la saison, ça sera sur une distance de 263,88 km avec en point focal la place Henri-Conan-Bédier. C'est un tournant de la saison puisque cette étape désignera le champion de la saison. LGT. Dans le focus de ce soir, nous parlerons du football, la Champions League féminine, justement, CAF 2023, qui a lieu présentement en Côte d'Ivoire, à Korogo et aussi à San Pedro. Ce sera seulement dans quelques minutes, mais pour l'instant, nous passons au débrief des news de ce soir et nous commençons avec Martial Gourou. Nous allons parler de 2 défections au niveau de l'équipe du Cameroun. Des joueurs sont forfaits. Il s'agit notamment de Vincent Boubacar et de Kemen Olivier. Je crois que pour reparler de Vincent Boubacar, je crois que c'est le Cameroun qui perd quand même sa meilleure arme offensive. Et vous savez, Marie-Christine, le fait que des joueurs soient blessés, cela vraiment devient un cauchemar pour les sélectionneurs. Et surtout, cela change le plan des entraîneurs. Et donc, Rigobert Song, face à ces défections-là, est obligé
de prendre de jeunes joueurs qui n'ont pas l'habitude de la haute compétition. Et donc, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez difficile pour cet entraîneur-là. Surtout que les éliminatoires de la Coupe du Monde sont assez importantes. Et surtout, les 2 premières journées, c'est quelque chose, il faut gagner pour réellement se rassurer. Et malheureusement, pour le Cameroun, Vincent Aboubakar sera absent. Et il faut retenir que Vincent Aboubakar a été le meilleur artificier de la dernière CAN au Cameroun en 2021. Et par ailleurs, il a été élu comme meilleur joueur africain de la première phase du dernier mondial. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et lors de la dernière Coupe du Monde, en 3 matchs, en une seule titularisation, il a inscrit 2 buts et il a délivré une passe décisive. Donc, cela montre clairement que le Cameroun, au niveau offensif, perd quand même un élément très important. Effectivement, hein, la blessure de Vincent Aboubakar, qui est l'attaquant vedette de la sélection camerounaise, c'est un peu un coup dur, on va dire. Ah oui, un coup dur, hein, d'autant plus que le club Beşiktaş a communiqué tout simplement sur la blessure de Vincent Aboubakar. Et ils l'ont dit, hein, il s'agit tout simplement d'une douleur à l'arrière de la cuisse. C'est une élongation, hein, précisément. Ils ont dit que le joueur a ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse, mais que c'était finalement une élongation. C'est une information qui est issue d'une IRM, hein, qui a été donc effectuée du côté de l'hôpital tout simplement de Beşiktaş. Et il faut rappeler également qu'en ce qui concerne le remplaçant de Vincent Aboubakar, ouais, Lionel Ateba, c'est un jeune, hein, qui est sur une bonne dynamique en ce moment, qui a inscrit 6 buts en autant de matchs avec son club, bien sûr, le Dynamo de Douala. Et également, en ce qui concerne Kemen, lui qui a été victime d'une blessure, il sera bien entendu remplacé par Jean-Éric Moursou, lui qui évolue au Coton Sport de Garoua. Donc on voit à quel point cette jeune garde est en train petit à petit, hein, à travers ses forfaits, d'essayer de prendre le pouvoir. Et par ailleurs, il faut préciser que Zambo Anguissa et Castelletto rejoindront le groupe mardi et que les entraînements qui étaient prévus à l'annexe du stade de Japoma ont été tout simplement délocalisés au niveau de l'annexe du stade de la Réunification. Donc voilà ainsi quelques informations additives en ce qui concerne les Lions indomptables. Très bien. Donc, les remplaçants qui sont Lionel Christian Ateba et Jean-Maurice Moursou. D'accord. Jean-Philippe, avec vous, on parle basket. Oui, on parle basket qui va donc, je dirais, occuper l'actualité sportive en cette fin d'année avant de rentrer de plein pied dans la Coupe d'Afrique des Nations. Après une année sportive pleine et remplie, surtout au niveau des sélections nationales et des clubs, la Fédération ivoirienne de basketball a décidé de réunir ses membres actifs pour se choisir le futur président de cette fédération-là. Donc, 2 candidats avaient fait acte de candidature, si je peux me permettre ce pléonasme. Oui. Il s'agit du président sortant Mahama Koulibaly et du président de la JCAT Diarra Moussa. Et ces 2 personnalités sont arrivées avec des projets qui vont aller maintenant à la conquête des électeurs pour se départager et savoir qui va donc devenir président de cette fédération. Il faut dire que c'est une AG qui est en train de se préparer dans une certaine sérénité. Voilà, on n'aura pas pour cette élection plusieurs candidats, donc ça devrait se faire normalement assez rapidement entre ces 2 personnalités. Et donc on attend cette AG avec beaucoup d'impatience. Balo, un mot justement sur cette nouvelle concernant le basketball. Oui, mais déjà, il faut dire que M. Koulibaly Mahama a un bilan plutôt positif, hein, un bilan sportif plutôt positif, parce que l'équipe A des éléphants de Côte d'Ivoire a été finaliste, hein, de l'Afro-Basket. On a vu à quel point, au niveau de la Coupe du Monde, l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas du tout été ridicule, hein. On a été à un détail près de pouvoir battre le Brésil, qui a été une équipe avec des individualités assez intéressantes. On a été aussi courageux face à l'équipe de France. Donc on voit qu'au niveau sportif, Koulibaly Mahama pourra défendre quelque chose de bien. Je pense que ça peut être un avantage dans l'optique de cette Assemblée générale. Mais derrière, il a aussi, en termes d'organisation, innové. On a eu affaire à des All-Star Games qui étaient nouveaux en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le championnat national de basketball. Il y a eu des innovations, il y a eu quelque chose d'intéressant au plan sportif. Maintenant, au plan financier, là aussi, il n'y a pas grand-chose, hein, hormis quelques critiques en ce qui concerne la gestion financière de son mandat. Mais
en tout cas, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Donc, pour le moment, je pense qu'il part avec les faveurs des pronostics. Non, ce que je veux ajouter également concernant cette élection, il faut faire attention. Ouais. Voilà, pour l'instant, les candidatures ont été acceptées. Je pense que s'il y a 2 candidats, ça veut dire que quelque part, il y a une candidature qui a été suscitée. Parce que la candidature du président Diarra a été suscitée par un grand nombre de clubs. Et si des membres actifs d'une fédération décident de porter la candidature d'un des leurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits de la gestion du basketball ivoirien. Donc, je pense que le président Mahama, il en est conscient. Il va faire face à une très grande adversité cette fois-ci. Et il connaît les réalités du basketball. Il sait également ce qui lui est reproché. Donc, il faut faire attention, il faut nuancer. Ouais. Il y a les résultats sportifs, mais en bas de cela, il y a quand même quelques critiques qui sont élevées concernant la gestion même du basketball local. Parce que quand on regarde ces résultats sportifs, ils concernent, comme Ballon l'a cité, uniquement l'équipe nationale. Maintenant, sur le plan local, il se trouve que des acteurs également se sont plaints de certaines choses. Maintenant, c'est la campagne. Il aura l'opportunité d'aller vers ses électeurs, de leur expliquer peut-être ce qu'ils n'ont pas compris. Également, du côté du président Diarra, il aura l'opportunité de mettre en avant également son programme qui est ambitieux. Et puis, les différents électeurs vont se départager le jour de l'AG. Et qu'est-ce qu'on sait concrètement de son challenger, justement, Martial Goro? Non, en fait, moi, ce que je voulais dire, je vais dire que, comme l'a dit Balo, le président Mahamat, le président sortant, a quand même eu quelques résultats positifs. Donc, il reviendra à son challenger, M. Diarra, de proposer un projet innovateur qui puisse réellement convaincre les acteurs du basket et qui pourront peut-être leur permettre de porter leur voix sur sa personne. Donc, je crois que rien n'est perdu, hein, c'est une élection, tout reste ouvert. Parce que, vous savez, en Afrique, je m'excuse, peut-être en parlant du thème Afrique, les gens ne voient pas tellement le travail qui se fait. Les gens sont plus liés à des personnes, à des relations personnelles. Donc, il peut y avoir une surprise. C'est une élection. Et en plus, pour l'Afro-CAN, juste ajouter quelque chose en ce qui concerne son bilan sportif, au niveau de l'Afro-CAN, encore, on a été finaliste. Donc, au niveau sportif, il y a des choses intéressantes. Mais du côté de M. Diarra, également, la JCA, grâce à sa gestion aussi, est montée en puissance sur l'échelon national du basketball, jusqu'à titiller même des clubs comme l'ABC. Donc, il y aura quand même match. Effectivement, et la campagne électorale qui s'ouvrira le 17 novembre et s'achèvera à minuit le 1er décembre. Bon, voilà, après ce débrief de ces news, nous on marque une petite pause, juste le temps de la pub et on revient tout juste après. Vous ne bougez surtout pas, dans quelques instants seulement au Focus, nous parlerons de la Ligue des championnes féminines et aussi le sujet principal de l'actu qui concerne la sélection ivoirienne. À tout de suite. Alors, on est de retour sur le plateau de la Grande Team et on espère passer une magnifique et agréable soirée en votre compagnie jusqu'à 22 h. On est bien sûr en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons à présent au Focus. Alors, parlons de la Ligue des championnes féminines 2023 qui se joue présentement en Côte d'Ivoire avec les phases de poule qui ont eu lieu au stade de Korogo et aussi Laurent Pokou de San Pedro. Donc, les demi-finalistes sont connus, Mamelodi Sundowns et Asfar du Maroc, ainsi que APEM Darkwa du Ghana et Sportif Club de Casablanca. Telles sont les affiches des 2 demi-finales de la Ligue des championnes féminines de la CAF. Les 2 rencontres qui auront lieu ce mercredi, 15 novembre, respectivement à Korogo et à San Pedro. Bon, messieurs, un débrief quand même par rapport à ces matchs. Qu'est-ce que vous pensez de ce dernier carré? Jean-Philippe. C'est le carré de rêve. Ce sont les formations qui sont les mieux illustrées dans cette compétition. Il n'y a vraiment pas de surprise en tant que telle. Cette formation du Ghana, la Poème d'Arquois, a démontré de belles choses. Idem pour les 2 formations venues du Maroc. Et sans oublier également l'équipe de Mamelodi Sundowns. Ce sont des formations qui sont habituées à cette compétition. Donc les équipes qui devaient être des outsiders et puis réaliser des surprises n'ont pas réussi à le faire, mais elles n'ont pas été du tout ridicules. C'est vrai que les Ivoiriennes ont terminé pratiquement dernières de cette compétition, mais on a vu qu'il y avait du contenu dans leur jeu pour une première participation. Il y a eu du spectacle et ce spectacle-là peut être confirmé par la présence massive des supporters dans les stades qui ne sont pas du tout ennuyés. Et je pense que c'était vraiment la compétition qu'il fallait faire la promotion du football féminin en Côte d'Ivoire parce que généralement le football féminin se limitait à Abidjan et je dirais dans sa banlieue. Grâce à cette compétition qui a été donc délocalisée d'une part à Korogo et d'autre part
à San Pedro. Je pense que la Côte d'Ivoire comprend maintenant que le football féminin peut susciter des vocations auprès des jeunes filles et les inciter maintenant à intégrer de plus en plus les centres de formation. Maintenant, au niveau même de la compétition, je pense que, comme je le disais tantôt, ce sont les meilleures formations qui sont en demi-finale. Je pense qu'on devrait avoir de très belles affiches. Et parmi justement ces meilleures formations, on note 2 clubs marocains, hein, c'est-à-dire que le football féminin au Maroc est très bien structuré, on peut le dire comme ça, Martial? Oui, tout à fait. Vous savez, c'est quand même le résultat d'une politique. Il y a eu vraiment du travail qui a été fait au niveau du Maroc et cela donne des résultats aujourd'hui. Et au niveau de l'équipe nationale et au niveau des clubs. Donc, il y a eu même le président de la Fédération marocaine de football qui a vraiment décidé de mettre les moyens à la disposition de ce football féminin-là. Donc, je crois que ce n'est pas une surprise et il y a du travail qui se fait. Et je crois que si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une finale 100% marocaine. À 100% marocaine? Oui, bien sûr, parce qu'il y a 2 équipes marocaines qui sont en demi-finale. Et je crois que si elles ont cette chance-là de pouvoir battre leurs adversaires en demi-finale, on va assister à une finale 100% marocaine. Oui, mais pour l'instant, on note que les 2 autres équipes ne se laissent pas faire du tout. Hein. Parlons du Mamelodi Sundowns et de l'APM Darkwa du Ghana. L'APM Darkwa du Ghana qui peut être la surprise. Hein, absolument, d'autant plus qu'elle a déjà battu l'équipe de l'ASFAR en match de poule 2-1. Donc c'est une équipe qui a du potentiel. Il faut rappeler que l'ASFAR est l'équipe détentrice de la Ligue des Champions 2022. Donc ils ont battu l'équipe tenante du titre. Il y a du potentiel. Hein. On sait que le football ghanéen, c'est fait de touches techniques. On voit aussi à quel point, au niveau du Ghana, il y a des efforts qui sont faits pour développer le football féminin. Et aujourd'hui, il y a des résultats. Et cette équipe de l'APM Darkwa, si elle a pu créer une surprise en match de poule, il va sans dire que la surprise peut être créée face au Sporting Club de Casablanca qui a dû aller chercher sa qualification tout simplement dans les derniers matchs, au niveau des matchs de poule. Donc, je pense que l'APM Darkwa a son mot à dire pour se qualifier en finale. Et Mamelodi Sundowns aussi qui a son mot à dire. Hein, Jean-Philippe, 3 matchs, 3 victoires. Oui, ce n'est pas une surprise, hein, ça il faut le dire clairement. C'est vrai que les Marocaines de l'ASFAR sont les détentrices de la compétition, mais les grandes favorites, c'était forcément ces filles sud-africaines et elles sont très bien rentrées dans leur compétition. Je pense que l'Afrique du Sud a une particularité avec la zone ouest africaine. C'est un pays qui, lorsqu'il envoie des représentants ici, s'en sort toujours très bien. Je ne vais pas rappeler ce funeste dimanche au supporter la SEC Mimosa de 1995 au stade de Fouet-Boigny face aux Orlando Pirates. Il y a eu également la belle performance des Bafana Bafana lors de la Coupe d'Afrique 98 du côté du Burkina Faso, et ainsi de suite. Donc les filles de ce pays-là rentrent dans ce moule. Elles sont dans une zone tropicale, elles qui évoluent en altitude, donc elles n'ont pas besoin de fournir énormément d'efforts parce que elles sont prédisposées à jouer sous une pression atmosphérique qui réduit un tant soit peu la présence de l'oxygène. Et face à des formations qui, elles, ne sont pas forcément prêtes physiquement comme les nôtres ou bien qui n'ont pas cette habitude de jouer les compétitions de très haut niveau, comme les championnats sud-africains, les compétitions de femmes du côté de la COSAFA et la Champions League africaine. Donc, quand on regarde tous ces éléments, je pense qu'on n'est pas surpris. Et puis, il ne faudrait pas oublier que, tout comme les filles marocaines de l'ASFAR et l'autre équipe marocaine, voilà, ce sont des filles qui dans leur majorité, ont pris part à la dernière phase finale de la Coupe du Monde. Avec Canal Pedros. Voilà, donc c'est dire qu'elles sont en jambes, elles ont l'expérience des grandes compétitions. Donc, elles sont, entre guillemets, comme dans un jardin. Et voilà, pour moi, je ne suis pas surpris qu'elles aient réalisé ce sans faute depuis l'entame de cette compétition. Pour moi, ce sont les grandes favorites de cette compétition. Vraiment, une élimination demi-finale serait une surprise pour ma personne, mais ça peut arriver et on verra comment elles vont se débrouiller demain. Et en plus, il faut rappeler que les Mamelodi Sundowns, elles ont pu remporter l'édition de 2021. Elles ont été finalistes face à l'ASFAR en 2022. Et c'est l'une des rares équipes à avoir participé aux 3 éditions de la Ligue des champions féminines. Donc, on voit qu'il y a du palmarès, il y a du potentiel, il y a de la qualité. Donc, c'est un grand choc. Hein. C'est une finale avant la lettre. Hein. Mamelodi Sundowns, ASFAR. On va voir, l'ASFAR, il y a Ghislaine Chebak. Le Mamelodi Sundowns, c'est plus un football huilé, un football collectif. Donc, ça serait intéressant à voir. Mamelodi Sundowns, on continue d'en parler, hein, Martial Gourou. Oui, mais vous savez, le football féminin en Afrique du Sud est calqué sur le football féminin au Maroc. Ouais. Parce que
on a mis vraiment des moyens. Et les compétitions sont devenues plus ou moins professionnelles. Et à tous les niveaux, on organise des compétitions de football féminin. Donc, je crois que le Mamelodi Sundowns, qui est quand même la meilleure formation de ce pays-là, je pense qu'à son mot à dire. Mais bon, moi, je pense que quand même, les Marocains sont un cran au-dessus de cette formation sud-africaine. Donc, mais quand même, ça sera quand même une demi-finale explosive. Oui, deux demi-finales explosives, deux demi-finales de belle facture. On va le dire, hein, vous avez déjà commencé à énoncer vos favoris, mais j'aimerais revenir dessus. Donc, favoris pour les demi-finales. Mamelodi Sundowns, Asfar, moi je dirais Mamelodi Sundowns. Asfar. Asfar? Oui, parce que vous savez, les Marocaines, elles ont été 8e de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Au niveau des U17, elles sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, quand vous prenez la CAF Award qui aura lieu le 11 décembre prochain, il y a plusieurs joueuses, je crois au nombre de 6 ou 7, qui sont engagées pour les différents prix. Donc ça prouve clairement que le football marocain est en train de marquer l'Afrique de son empreinte. Donc logiquement, et puis en plus, ce sont les Marocains qui sont quand même les championnes sortantes. Donc je crois que logiquement, je mise pour ce club-là. Oui, on va nuancer concernant la prestation de l'ASFA face à cette équipe du Mamelodi. On a tous vu cette finale dans quelle atmosphère s'était déroulée du côté de Casablanca l'année passée. Les Sud-Africaines ont eu 2 cartons rouges pour permettre aux Marocains de revenir dans la partie. Bon, on ne va pas refaire ce match. Je pense que quelque part, dans l'esprit des Sud-Africaines, il y a ce petit volet de la vengeance. Quand on regarde au niveau de la compétition même en elle-même, je pense que l'équipe qui s'est très bien adaptée et qui s'est bien préparée pour cette compétition, pour l'instant, c'est le Mamelodi Sundowns qui reste sur 3 victoires d'affilée. Je regarde les filles de l'ASFA, je les vois, j'ai vu une formation légèrement en souffrance, surtout au niveau des efforts physiques, parce que généralement les Maghrébins, quand ils sont dans la zone ouest africaine, ils ont du mal à performer. Donc quand je regarde tous ces éléments-là, et en face, elles ont une équipe sud-africaine qui, elle, tient physiquement les 90 minutes, je me dis, attention, on n'est plus dans la même atmosphère qu'au Maroc, on n'est plus dans la même ferveur à 100% derrière les Marocaines. Et pour moi, je pense que normalement, les filles de Mamelodi devraient s'en sortir dans cette demi-finale. Et surtout les filles de Mamelodi, comme vous l'avez dit, qui ont bien envie de prendre leur revanche sur la finale Asfar et Mamelodi Sundowns. Des noms de footballeuses à suivre, Balo? Oui, on a parlé de Ghislaine Chebak du côté de l'Asfar, qui a été en tout cas l'une des figures de proue de la victoire en 2022, qui a l'expérience aussi, qui fait partie des joueuses qui ont été avec Reynal Pedros à la Coupe du Monde. Donc moi je dirais oui, c'est l'une des joueuses à suivre en tout cas du côté de l'Asfar. Martial? Du côté sud-africain, je parlerai de la capitaine Lafo, elle joue en défense. Et puis il y a Ramalepe qui est dans le couloir avec Morifi. Donc je pense que c'est des grandes joueuses, elles ont de la qualité, elles apportent du rythme au jeu de cette formation sud-africaine. Et puis du côté de Ampem Darkwa, il y a Comfort Yobois, oui, je pense qu'elle est à suivre. Et puis du côté du Sporting de Casablanca, il y a notre compatriote Nadej Kofi. Nadej Kofi, oui, je pense qu'il y a à suivre également. Et je crois que c'est quand même des joueuses de qualité. Nadej Kofi qui est la capitaine du Sporting Club de Casablanca. Oui, Jean-Philippe, des joueuses à suivre. Non, mais je pense qu'ils ont déjà cité pratiquement les noms des joueuses à suivre dans ces 2 demi-finales. Moi, il faut le dire clairement, je me concentre plus sur l'aspect collectif. Donc, j'ai du mal à faire ressortir des noms. Mais j'ai vu les Ivoiriennes du Sporting Casablanca quand même. Oui. Bon, mais sinon, j'ai du mal à faire sortir des noms en termes d'individualité parce que, bon, c'est ma première véritable visualisation de cette Champions League qui se déroule chez nous. Donc, on essaie de se familiariser un peu plus avec ces jeunes champions. Et vous faites très bien. Et justement, nous voyons le programme des 2 demi-finales de la Ligue des championnes féminines. Programme qui va s'afficher maintenant. Oui, mercredi 15 novembre 2023, c'est-à-dire demain à 17h, Mamelodi Sundowns face à l'Asfar au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et le second match à 20h au stade Laurent Pokou de San Pedro, Ampem Darkwa contre le Sporting Club de Casablanca. Et on note que ces 2 matchs seront diffusés, bien sûr, sur les antennes de la 3. Le match de 17h, vous pouvez retrouver Jean-Baptiste Assouin. Et pour le match de 20h, bien, ce sera moi qui serai là avec l'équipe pour la retransmission en direct sur la 3 des demi-finales de la Ligue des championnes féminines. Bon, d'après vous, qui pourrait être grand finaliste? Je sais que Martial parlait de l'équipe marocaine. Oui, Asfar. Asfar. Oui. Avec quelle équipe? Avec
Casablanca, bien sûr. Oui, il faut faire. Parce que j'ai dit pour que Martial, c'est une finale oui, 100% marocaine. Ça pourrait être une finale 100% marocaine. Ouais. Jean-Philippe? Non, moi, c'est complètement l'inverse. Je vois Mamelodi face à l'APM Darkwa. Darkwa, oui. Pareil pour moi. Moi, je vois APM Darkwa parce que elles ont été capables de battre déjà une équipe marocaine, l'Asfar. Donc, elles ont sans doute l'astuce pour battre ces équipes maghrébines. Donc, j'estime qu'il y a la possibilité pour l'APM Darkwa de battre le Sporting de Casablanca. D'accord. Bon, après les 2 demi-finales de demain, pour la soirée de demain, on aura une idée des grands finalistes de la Women's Champions League qui a lieu actuellement en Côte d'Ivoire. C'était donc pour le focus de ce soir. Et nous, on va passer à ce qui crée le buzz. Ce soir, le buzz énorme vient de Lewandowski et Lamine Yamal. On part donc pour sa buzz. Le geste d'humeur de Robert Lewandowski envers son coéquipier Lamine Yamal alimente la toile depuis quelques jours. On regarde cet élément et après on en parle sur le plateau. Alors messieurs, que dire de ce geste? Est-ce un accident ou volontaire? Jean-Philippe. C'est un geste de frustration parce que durant cette rencontre, Lewandowski a inscrit un doublé. Mais il faut dire qu'avant ce doublé-là, il était resté sur pratiquement plus d'un mois sans trouver le chemin des filets. Et on sait que pour un attaquant du côté du FC Barcelone, lui qui était venu du côté de Barcelone dans l'espoir d'être le ballon d'or, de concurrencer Karim Benzema qui s'est exilé du côté de l'Arabie Saoudite et qui voit que finalement ses chances d'obtenir le ballon d'or sont réduites à la nullité. C'est un mouvement d'humeur parce qu'il est au sein d'un club où il voit des jeunes monter en puissance. On parle de Yamal, mais il y a plein d'autres jeunes issus de la Masia qui sont en train de prendre le pouvoir et ça peut être inquiétant pour lui s'il ne parvient surtout pas à renverser cette tendance. Et durant ce match, on a vu sur l'action, il a demandé le ballon, il a réclamé le ballon, Lamine Yamal plutôt n'a pas réagi et c'est un coup de colère. Ça arrive sur le terrain à n'importe quel type de joueur. C'est parce que lui, c'est un joueur expérimenté et que Lamine est encore très jeune, qu'on a estimé que c'est inélégant de sa part. Mais voilà, il s'est expliqué. Je pense qu'à l'intérieur du club, il a dû parler à son jeune coéquipier. Ce sont des choses qui vont corriger. C'était vraiment inélégant. On ne peut pas dire que c'était un accident, Martial. Non, pas du tout. Mais je pense que cela arrive très souvent entre footballeurs. Oui, cela arrive très souvent. Et comme il a dit, vous avez vu qu'il y avait quand même le match coincé un peu pour l'équipe de Barcelone. Et puis, vous savez, Lewandowski a quand même subi des critiques par rapport à ses performances que les supporters Blaugrana trouvaient un peu timides. Donc, il y a la pression, oui, des résultats. Et puis, je crois que ça a dû dépendre sur son comportement. Mais c'est quand même pas un geste assez bon pour un leader. Oui, je crois que ce n'est pas bon du tout. Oui, et ce n'est pas la première fois. Hein. On sait que Lewandowski, justement, ce Polonais, s'était comporté ainsi. On s'en souvient en 2022 qu'il avait refusé de saluer Müller. Donc là, il a présenté ses excuses. Mais est-ce que c'est des excuses sincères, Balo? Pas forcément des... Ils ne vont pas parler d'excuses. Bon, je dirais, oui, sincères, ce sont des excuses sincères. Mais sur le coup, c'est clair qu'il n'a pas apprécié. Moi, je pense que ce qui n'est pas sincère, c'est le fait de dire que c'est un accident. Là, j'estime que là, ce n'est pas sincère de sa part. Il aurait dû se mettre au-dessus, étant donné qu'il a plus d'expérience. Il est plus âgé que Lamine Yamal, qui est un jeune joueur qui débute, qui a encore de la naïveté dans son jeu. Lamine Yamal, c'est son style caractéristique de tout le temps être en train d'aller chercher ses vis-à-vis, quitte à oublier ses coéquipiers. C'est son style de jeu. Donc, à lui de se mettre au-dessus, de lui donner des conseils. Mais je pense que oui, les excuses sont sincères parce que ce sont des coéquipiers et de toutes les façons, il a besoin de Lamine Yamal pour briller. Lewandowski, vous l'avez dit, est un récidiviste parce que c'est un neuf pur et on sait que les neufs purs ont la soif de but, hein. Ça c'est clair. Hein. Il n'y a pas un neuf au monde qui n'a pas cette rage, cette soif de marquer des buts. Et lorsqu'il voit que des coéquipiers sont un obstacle à cela alors qu'il y a la possibilité de lui donner le ballon, il peut s'énerver. Mais pour moi, les excuses sont sincères, mais il n'aurait pas dû parler d'accident, il n'aurait pas dû faire ce geste, il aurait dû se mettre au-dessus. Oui, parce qu'on voit très bien que ce n'est pas du tout un accident. Vous évoquez justement la tranche d'âge de Lamine Yamal, qui est effectivement, on peut dire, un adolescent, un jeune. Est-ce que ce geste ne va pas impacter négativement, n'aura pas un impact négatif sur Lamine,
Jean-Philippe? Je ne le pense pas. Non? Je ne le pense pas du tout. Vous savez, il est certes jeune, mais il commence à apprendre les codes du monde professionnel. Moi, je n'accable pas véritablement Lewandowski sur son attitude. Je pense qu'il doit avoir souvent ce genre d'attitude par rapport à certains jeunes qui, lorsqu'ils arrivent très tôt au niveau du monde professionnel, veulent tellement briller qu'ils oublient les codes du football. Parce que quand vous avez cet âge, quand vous êtes un ailier, votre première priorité quand vous êtes sur un terrain, c'est de servir votre neuf. On se rappelle ce qui s'est passé lors du Côte d'Ivoire-Cameroun et Côte d'Ivoire-Maroc ici, avec l'attitude de Diakité Oumar. Ouais. Voilà, quand on est revenu sur le match contre l'Afrique du Sud, on a vu qu'il essaie d'être beaucoup plus collectif. Parce qu'on lui a expliqué qu'il y a des codes au niveau comment on appelle, des équipes. Il y a des anciens, il y a le neuf. C'est lui qui sait comment se placer, comment offrir des solutions pour pouvoir finaliser des actions. Quand vous rentrez, vous devez le chercher en priorité. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas essayer de marquer. Mais votre priorité, ça doit être de trouver, je dirais, votre attaquant de pointe. Karim Benzema a eu le même problème avec Vinicius Junior, oui, où on a vu des vidéos qui ont fuité dans les couloirs, où il demandait à toute l'équipe d'éviter de jouer avec lui parce que Vinicius avait un caractère individualiste. Aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné en termes de, jusqu'au départ de Benzema, en termes de complémentarité entre les deux. Donc, souvent, il faut titiller également ces jeunes joueurs-là pour leur faire comprendre qu'attention, dans une équipe, il y a quand même des patrons, il y a quand même des cadres. Lewandowski n'est certes pas formé du côté du FC Barcelone, mais il est venu quand même avec un statut et il ne va pas laisser les jeunes joueurs sortis du centre de formation le snobber entre guillemets, d'autant plus que le FC Barcelone a fait venir un attaquant qui a été prêté par l'Atlético de Madrid et qui lui fait la concurrence. João Félix. João Félix. Et donc, si au Barça, on sait comment ça se passe, si João Félix demain commence à avoir des performances meilleures que celles de Lewandowski, ils ne vont pas se priver de rompre son contrat parce que c'est un joueur qui est assez âgé. Donc, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte et qui l'exaspèrent. Maintenant, bon, on espère que c'était vraiment réglé et que sur les prochaines sorties, on verra une meilleure complémentarité entre les deux garçons. Oui, mais est-ce que c'était la manière, justement, vous avez parlé des vestiaires, il aurait pu le faire au vestiaire, pas sur le terrain. En fait, moi, ce que je voulais dire, je ne partage pas trop son avis parce que ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas donné un ballon qu'il faut refuser la pointe des mains d'un coéquipier. Parce que si chacun voulait profiter de la non-passe, je crois que ça allait créer beaucoup de désagréments au sein d'une équipe. Mais je crois qu'il faut dédramatiser ces séquences. Ce genre de gestes, on le voit souvent entre footballeurs. C'est un désaccord. Certainement qui pensait qu'il était bien placé, que son jeune coéquipier aurait dû lui donner le ballon. Ça n'a pas été fait, mais il ne faut pas refuser la main tendue d'un coéquipier parce qu'il ne t'a pas fait la passe. Ah oui. Ça ne fait pas correct. Il y a un mot pour exprimer cela, parce que Martial l'a dit, mais on n'a pas les images antécédentes des autres rencontres. On ne sait pas ce qui s'est passé auparavant. Est-ce que ce n'est pas le fruit d'une exaspération? Oui, mais Lamine Yamal, c'est son style. Hein. Voilà, Ballon suit tous les matchs du Barça, il le dit. Si à chaque fois il snob Lewandowski, et sur ce match, Lewandowski trouve que c'est le geste de trop, mais à un moment, c'est sûr qu'à force de parler au vestiaire, vous ne m'écoutez pas, sur le terrain, je ne vais pas jouer l'hypocrite avec vous. Mais il n'y a pas de souci, Bon, c'est noté. C'est pas un geste élégant, on va le dire comme ça. Heureusement que nous, la grande team ici, il n'y a pas ce genre de geste, n'est-ce pas, Balo, si je vous tends la main. Voilà, bon, on passe une agréable soirée en votre compagnie. On marque une petite pause, si vous permettez. On se retrouve tout juste après pour le sujet principal de l'actu. À tout de suite. Nous sommes sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici. Et nous passons au sujet principal ce soir dans l'actu. Et direction donc l'actu. Alors, parlons de la sélection ivoirienne, éléphant, la question LGT. Comme en 2015, faut-il rappeler certains anciens pour gagner la CAN à domicile? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 et aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. On constate que le sélectionneur national Jean-Louis Gasset s'appuie de plus en plus sur des jeunes et de nouveaux joueurs dans son effectif. Toutefois, est-ce qu'il ne devrait pas faire appel à certains anciens pour renforcer l'équipe? On pense notamment à Gervinho, Eric Bailly, Jean-Evra Kouassi. Bon,
Nous, on regarde cet élément et après, on essaie de faire un débrief sur le plateau de la Grande Team. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a subi une grande cure de jouvence depuis l'avènement du sélectionneur Jean-Louis Gasset. Parmi les 25 joueurs convoqués pour les matchs face aux Seychelles et à la Gambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 11 sont âgés au plus de 25 ans. En termes d'expérience internationale, on constate que 12 ont moins de 10 sélections et 14 ont déjà disputé au moins une CAN. Le constat est qu'une grande place est accordée à ces jeunes et nouveaux dans l'équipe. Ceux-ci ont les faveurs du technicien français dans le bastion défensif et sur la ligne d'attaque. Lors des derniers matchs amicaux, face au Maroc et à l'Afrique du Sud, seuls Ghislain Conan, Franck Kessié, Sangaré Ibrahim, Seko Fofana et Sébastien Haller ont fait figure d'anciens parmi les titulaires. Les plus anciens sont donc de plus en plus poussés vers la sortie et certains qui ont été des pions importants de l'équipe ne semblent plus dans les plans de Jean-Louis Gasset. C'est le cas notamment d'Éric Bailly, Wilfried Zaha, Nicolas Pepe ou encore Jean-Évrard Kouassi. À la CAN 2015, la campagne victorieuse des éléphants avait reposé sur un savant dosage de joueurs expérimentés et de jeunes fougueux. Pour réécrire l'histoire à la CAN 2023, ne faudrait-il pas faire appel à plus d'anciens dans l'équipe ? Alors, comme en 2015, faut-il rappeler certains anciens pour gagner la CAN à domicile? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? On y va, on se lance. Jean-Philippe réfléchit, mais bon, on se lance. Je réfléchis parce que quand on parle d'ancien, bon, je dirais... Bon, d'abord, vous lancez... Bon, non pour tout le monde. D'accord, OK. Bon, Balo? Non, non, déjà parce que si on dit oui, on sera en contradiction avec tout ce qu'on dit, tous les messages qui ont été adressés à Jean-Louis Gasset jusque-là. Jusque-là, l'opinion ivoirienne a demandé à Jean-Louis Gasset d'avoir une ossature, d'avoir une équipe type. Ouais. Et en ce moment, Jean-Louis Gasset est justement en train d'asseoir cette ossature. Sinon, elle l'a déjà même mis en place. Il est en train également de dessiner définitivement son équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, demander à ce qu'on vienne incorporer d'autres joueurs, soient-ils anciens, dans l'effectif qui est en train de se mettre en place, ça serait incohérent avec tout ce qu'on est en train d'envoyer comme message à Jean-Louis Gasset. Ça serait incohérent avec tout ce qu'on a pu dire jusque-là. Maintenant, est-ce qu'il faut appeler un ancien juste parce qu'il est un ancien? Non, ce n'est pas une question de statut. Ce n'est pas une question d'être ancien ou d'être nouveau, c'est une question de performance. Je me souviens qu'en 2006, l'équipe de France était allée chercher Zinedine Zidane pour se hisser en finale de la Coupe du Monde face à l'Italie. Mais Zinedine Zidane n'était pas en termes de performance à 5% ou à 10% de ses capacités. C'était un ancien en mesure de pouvoir tirer une équipe vers le haut. Alors que les anciens dont on parle sont des joueurs exceptionnels, ont un potentiel exceptionnel, mais sauf qu'ils ne sont pas dans leur meilleure forme possible. Alors qu'on sélectionne des joueurs sur la base de la forme, sur la base de la capacité à être performant, sur la base de pouvoir mettre en évidence, de pouvoir exploiter au maximum son potentiel. Et les anciens dont on parle, malgré leur potentiel, malgré leur talent, ne sont pas en mesure, selon moi, d'être à 200 à 300% dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est la raison pour laquelle moi j'estime que l'ossature qui est en train d'être dessinée par Jean-Louis Gasset, qui est mise en place, est une ossature assez intéressante pour aller chercher cette coupe. D'accord. Jean-Philippe, vous avez assez réfléchi, c'est bon? Oui, vous savez, la CAN a un caractère assez particulier. Oui. Ça, il faut le dire clairement. Quand on regarde généralement les formations qui arrivent à s'imposer lors d'une CAN, ce sont les équipes qui font un très bon mix entre les anciens et les jeunes. À l'exception peut-être du Nigeria de 2013, qui a été vraiment une équipe qui avait eu à surprendre tout le monde, emmenée par Stéphane Keshi et beaucoup de jeunes du côté de l'Afrique du Sud. Maintenant, on a parlé de 2015. J'ai essayé de faire la liste quand même des anciens de 2015. Il se trouve qu'il y avait 8 anciens sur 23. 8 anciens. Kopa Barry, Kolo Touré, Tieni Siaka, Yaya Touré, Max Alain Gradel, Gervinho, Salomon Kalou. Je crois que ça fait 7. Je crois que j'ai mis 2 fois Max Alain Gradel. Ça fait 7 joueurs. Maintenant, quand on regarde la dernière liste de Jean-Louis Gasset, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Max Alain Gradel, Serge Aurier, Franck Kessié, Serge Jean-Michel. Sur les 4, il y a véritablement un seul qui peut prétendre à être titulaire parce que c'est le capitaine,
bien évidemment, c'est Serge Aurier. Donc, sur le terrain, déjà, on aura une équipe composée pratiquement de jeunes. Mais heureusement que parmi ces jeunes, il y en a quelques-uns qui ont déjà joué plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Ici, je ne l'ai pas mis dans l'équipe des anciens, bien qu'il soit présent à l'équipe nationale depuis 2014. Bon, si je le mets, ça fera donc 5. Il est dedans. Ça fait deux sur les 4 que j'ai cités. Donc, on aura Aurier et Kessié comme ancien sur le terrain. Est-ce que c'est suffisant au niveau de la compétition, au niveau de la gestion des émotions? Mais je pense que cela va être compensé par la grande expérience de l'entraîneur. Voilà, qui est un ancien qui saura quel mot donner aux jeunes. Et il ne peut qu'aller avec cette génération parce que quand il est arrivé au départ, les anciens qui ont été cités qui ne sont pas présents, c'est à eux qu'il avait donné la primeur au niveau de l'équipe nationale. Je me rappelle même qu'on s'en plaignait. On estimait qu'ils n'étaient pas performants, mais il insistait avec eux. Délis Simon, Éric Bailly, il insistait beaucoup, surtout avec ces anciens-là. Mais ils ne lui ont pas donné satisfaction jusqu'à ce que sur les derniers regroupements, il commence à faire confiance aux jeunes qui ont petit à petit pris le pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, il est difficile pour nous autres, objectivement, d'estimer que l'entraîneur doit faire appel à ces anciens. Je pense qu'il est obligé d'aller avec ces jeunes-là, de leur donner rapidement la force et la confiance nécessaires. De toute façon, ils évoluent à un haut niveau, mais comme le disait très bien Dédé Deschamps, le niveau international est différent du niveau professionnel. Donc, il va falloir qu'ils apprennent rapidement les codes du football au niveau international pour permettre donc à la Côte d'Ivoire de faire une très belle prestation pendant cette prochaine CAN. Pendant cette prochaine CAN, effectivement. Bon, sur la page Facebook de la 3, Martial Gorou, je viens à vous tout de suite, ne vous inquiétez pas. On a Saturnin Sémon qui nous dit non, non, il faut laisser la place aux jeunes. C'est l'année de la jeunesse. Séri Jean-Michael, Kwame Christian et Max Gradel doivent être retirés de la liste pour la CAN à domicile. Bon, on a aussi Yannick Quadio qui nous dit bonsoir à tous. Pour ma part, je dirais oui. Il faut au moins 2, 3 anciens pour accompagner les jeunes leaders. Leur expérience fera du bien à notre sélection. D'accord. Bon, Martial Gorou, on vous écoute. Moi, j'ai une autre vraiment vision de la chose. Vous savez, Jean-Louis Gasset est arrivé à la tête de l'encadrement technique de l'équipe de Côte d'Ivoire en mai 2022. Aujourd'hui, il a un peu plus de 18 mois qu'il est présent. Quand il est venu, il a hérité d'une liste de 50 joueurs. Aujourd'hui, il a essayé plus ou moins plus de 40 qui ont joué quand même de 1 minute à 90 minutes. Et on est maintenant à un stade où il y a des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience de haut niveau, alors qu'on part pour jouer la CAN. Donc pour moi, Gasset veut donner du temps de jeu à ces jeunes-là parce qu'il a quand même une certaine certitude concernant les cadres, oui, ceux qu'on appelle les anciens. Donc, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui commencent. Il va les jeter dans le bain. Ils vont jouer 2 matchs et ça va leur permettre d'avoir quand même une idée des grandes compétitions de haut niveau. Donc, c'est d'abord ça la première des choses. S'agissant de 2015, M. Everina n'est pas allé chercher des anciens qui étaient à la retraite. Il a pris des gens expérimentés qui étaient toujours en train de jouer au football. Donc, naturellement, en étant performants en club, ils avaient le droit d'être en équipe de Côte d'Ivoire. Donc, quand je reviens à l'effectif actuel de cette fenêtre FIFA du mois de novembre, Éric Bailly, il est absent parce que Éric Bailly, on sait qu'il est blessé. Pépé Nicolas, il revient dans son club, il retrouve du temps de jeu. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit absent. Zaha était présent le mois dernier, il est absent aujourd'hui, mais je pense que là, l'entraîneur, pour ce que j'ai eu entendre, c'est qu'il voulait quand même voir un joueur comme Jérémy Bouga qui vient d'arriver. Il voulait voir encore en situation de jeu un jeune comme Simon Dengra. Et c'est pourquoi il a mis Zaha de côté. Donc, ce que je veux dire, les anciens dont on parle, qui sont absents actuellement de cette sélection de Côte d'Ivoire, le sont parce que, pour la plupart, ils reviennent de blessures, ils n'ont pas de temps de jeu dans les clubs. Donc, voilà un peu. Donc, il n'y a pas de prise de pouvoir de jeunes. De jeunes, voilà. D'accord. C'est bien noté, Martial Gorou. On a M. Perico en ligne qui nous appelle de Yakassé Feyassé. Écoutons-le. M. Perico, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci. On vous écoute, M. Perico. Bon, laisse-moi saluer d'abord tous ceux qui sont là. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je remarque l'absence de Dago.
Donc, ça me fait mal un peu. C'est pas bon. Ah non, 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 il est présent. Il sera là pour les autres éditions de la Grande Team. Ne vous inquiétez pas. Non, mais comme vous êtes en rouge déjà, c'est déjà bon, hein. C'est vrai, ça va. Donc, on s'est compris. Je vois, on s'est bien compris. Allez, monsieur Perico. Bon, vraiment, pour une fois, j'ai rejoint un peu monsieur Gourou. Oui. Parce que quand on regarde, bon, il ne faut pas, on va confondre ancien et puis vieux. Voilà, il y a vieux et puis ancien. Oui. Quand on regarde l'équipe de Côte d'Ivoire, là, ceux qu'on appelle anciens, réellement, ils sont pas, c'est vrai, ils sont là, mais ils ne sont pas vieux. Mais, bon, vraiment, hein, excusez-moi, mais est-ce qu'actuellement, ce qu'on appelle habillement ancien, parce qu'à Paris, ils ont 32 ans, 33 ans, ils ont le même âge comme ceux qui sont là, on ne peut pas dire anciens comme ça, mais est-ce que réellement, ils ont cette capacité de jouer encore? C'est là que se trouve le problème. Le seul actuellement qui fait un peu mal, c'est le gardien. S'il y avait possibilité de récupérer celui qui est parti au stade là, parce que un gardien, c'est vrai, en 2015, il a fait tout le boulot. Hein. Quand on est venu en finale, on était déjà presque à la victoire. Parce que le gardien, il s'impose dans les buts. Quand tu vois celui qui est parti au stade là, Bobo là, vous voyez que, oui, quand il est dedans, même s'il ne peut pas faire les grands plongeons, mais le jeu qui vient embrouiller. Mais quand on vient trouver les petits enfants qu'on met actuellement, ils sont dans les poteaux là, vous voyez tous les buts qu'ils prennent là, excusez-moi, mais c'est de l'amateurisme. Actuellement, on n'a pas gardien. Sinon, il y a équipe. Il y a une bonne équipe. Bon, l'entraîneur fait ce qu'il peut. De toute façon, moi, je dis toujours, ce sont des mauvais procès on fait à ceux qui savent faire des sélections. Hein. Moi-même, où je suis ici, là, tous ceux qui sont là, c'est pour classer. Sinon, quand ils ont fait entraînement, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas attraper son pied pour soulever ça là-bas, sa tête pour faire ça. Ça, c'est pour aller faire classement. Donc, ça aide de jouer. Donc, c'est le seul ancien qui peut un peu, qu'on regrette un peu, c'est le gardien. Bon, je ne sais pas s'ils vont le récupérer, s'il y avait possibilité vraiment que les gens voient de ce côté. Sinon, tous les autres là, ils ne sont plus en forme. Il y a d'autres maisons dans l'équipe là, on veut même qu'on les enlève parce qu'ils s'en vont seulement pour faire de la figuration. Or, pourtant, 23 joueurs, ça doit être d'égale valeur. On ne peut pas dire que ceux-là, ils s'en vont accompagner, c'est pas bon. Très bien. Sinon, si c'était autant, les vrais anciens, là, ce sont les Yaya, les Drogba. C'est clair. Là, clair. Comme lui l'a dit, il dit que quand ils ont pris Zidane, quand il est parti là, tout le monde voit qu'il n'est pas ancien. C'est ça qu'on appelle ancien. Mais sinon, ceux qui sont là, ça ne peut plus y aller. Voilà. Donc, je profite pour faire un coucou à mon équipe qui a perdu à Nimiko avant qu'elle ici là. Ça me fait mal, hein? Mais on va se retrouver. Yako, monsieur Perico, Yako. Merci beaucoup pour votre participation. Ok, merci, madame. Merci beaucoup. Justement, il parlait de l'âge, mais nous, on sait que le sélectionneur prend ces temps-ci 11 joueurs. Il y a 11 joueurs qui ont plus de 25 ans et 12 ont moins de 10 sélections. Donc, c'est dans ce cas qu'on pose cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas les anciens pour essayer d'expérimenter un peu plus le groupe? Mais déjà, moi, je pense que... Est-ce que l'expérience, je pense que ne peut servir uniquement que sur la pelouse? Non. Je pense que l'expérience peut servir sur la pelouse, mais également dans les vestiaires. Je pense que lorsqu'on demande, parce qu'on est des anciens, des joueurs expérimentés dans l'équipe, c'est pour pouvoir apprendre la gestion du stress, la gestion de la pression. Mais la gestion de la pression ne se fait pas que sur la pelouse, mais elle se fait également dans les vestiaires. Donc le problème que l'on pose, c'est que c'est vrai, ces anciens ont de l'expérience. Je ne vais même pas parler d'anciens parce que moi, le problème de statut de nouveau ancien me gêne. Je veux qu'on parle des joueurs performants, capables de pouvoir tirer l'équipe vers le haut. C'est vrai, il y a de l'expérience. Mais est-ce qu'ils sont capables, au-delà de l'expérience, de pouvoir faire face à des équipes qu'on va affronter, comme le Nigeria, comme la Guinée-Bissau, comme la Guinée équatoriale, qui vont venir mettre de l'impact athlétique, qui seront costauds dans les duels, qui seront sans doute tactiquement aussi bien affûtés, est-ce que ces joueurs expérimentés auront les capacités de pouvoir nous permettre d'aller de l'avant? Là, étant donné que certains parmi eux, Marcel Gourou l'a dit tout à l'heure, ne sont pas compétitifs, étant donné qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, c'est clair que
malgré leur expérience, ils ne pourront servir à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si le sélectionneur estime qu'il faut encadrer coûte que coûte ces jeunes joueurs, il y a la possibilité de le faire dans les vestiaires. Un ancien peut servir aussi dans les vestiaires. On voit dans certaines équipes... Tellement dans les vestiaires et pas sur le terrain. Oui, pas en tant que titulaire, parce qu'ils ne sont pas compétitifs. C'est vrai, il a l'expérience, mais il n'est pas compétitif. Donc, il ne peut pas être excellent sur la pelouse. Et je pense que la légitimité aussi d'un ancien, c'est sa performance. C'est vrai, vous avez un statut d'ancien, vous êtes expérimenté, mais qu'est-ce que vous valez en ce moment pour pouvoir adresser un message à un jeune pour qu'il monte en puissance? C'est la grande question. D'accord. Bon, Balo, regardons justement les statistiques de la saison de certains anciens pour avoir une idée. Les statistiques qui vont s'afficher maintenant. Et justement, Eric Bailly a 29 ans, 49 sélections pour 2 buts en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il évolue au club de Beşiktaş en Turquie. 7 matchs, 7 titularisations, 0 but, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et ensuite, oui. Jean-Évrard Kouassi, qui a 29 ans, 9 sélections pour un seul but. Il évolue au club de Zhejiang avec 22 matchs joués, 22 matchs et 14 titularisations, 6 buts, 3 passes, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et Nicolas Pepe également, lui qui a 28 ans, 37 sélections, 10 buts. Il évolue au club de Trabzonspor en Turquie, 4 matchs, 2 titularisations, 1 but, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et Wilfried Zaha, lui qui a 31 ans, 33 sélections, 5 buts. On voit que c'est déjà le plus âgé. Hein. Galatasaray en Turquie, 13 matchs, 9 titularisations, 5 buts, 1 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Voilà, et moi je maintiens la question justement au vu de ces statistiques. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il serait très bon renfort finalement? J'insiste quand même. Lequel? Les 4. Bon, moi, je vais parler d'abord d'Eric Bailly. Oui. On voit qu'il a joué 7 matchs, il est 7 fois titulaire. Ça veut dire qu'il est constant, il est régulier dans son club. En dehors des blessures, il est toujours présent. Je prends par exemple ici, comme il s'appelle, Wilfried Zaha, il a 13 matchs, il a 5 buts, il a une passe décisive. Ça prouve que c'est quelqu'un qui est décisif, et il a une passe décisive et c'est quelqu'un qui est bon à la finition. Et on prend Pepe Nicolas, il a 4 matchs, il a 2 titularisations, il a 1 but. Donc quand je prends plus ou moins les différentes statistiques de ces joueurs, je pense qu'ils sont encore bons pour le service. Oui, ils le sont, les chiffres sont là, les chiffres sont parlants. Et quand on prend Jean Kouassi Evra, il a 6 buts. Il faut dire que dans son championnat, il a commencé le championnat à partir de la 6e journée parce qu'il était blessé. Et le championnat chinois compte 30 journées. Et là, il a marqué 6 buts. Ici, il a mis 3 passes décisives. Mais j'ai eu quand même le temps de causer avec lui il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il était à 5 passes décisives. Donc, je vais dire que déjà, pour ce genre de joueurs, ce n'est pas aussi mauvais que cela. Parce que ceux qui sont là actuellement, dans cette équipe qu'on appelle les jeunes, n'ont pas ces statistiques-là. Ils ont des stats en deçà de ce que certains anciens ont. Donc finalement, ils ont encore leur place en sélection. Oui, bien sûr. Je veux dire qu'en réalité, une place en équipe nationale ne s'obtient pas en termes d'anciens et de jeunes. C'est plutôt la performance. Et quand je prends un exemple, M. Mas Gradel, que tous sont nombreux des Ivoiriens qui ne veulent même plus le voir dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais Mas Gradel, lors de la dernière fenêtre FIFA, lorsqu'il entrait, il a été celui qui envoyait plus de ballons dans la surface de réparation adverse. Et ça compte au football. Donc voilà, c'est pour dire qu'on peut être plus ancien et puis avoir quand même, on peut performer. Donc quand je prends le cas de Mas Gradel, comme je l'ai dit, lors de la dernière fenêtre FIFA, les jeunes étaient là, mais il est entré en quelques minutes, il a démontré aux yeux du monde qu'il avait encore quelque chose à revendre. Donc je crois qu'il ne faut pas griller. Il n'y a pas de génération spontanée. Quand on a pris Gervinho, Yaya Touré, et Mas Gradel et autres, avec la génération dorée, ils faisaient office de plus jeunes. Mais lorsque la génération dorée, les cadres sont partis, c'est ces derniers-là qui sont devenus les cadres de l'équipe qui a gagné la CAN en 2015. Donc, c'est des gens qui étaient déjà là. Ils ne sont pas sortis du néant. Donc, ceux qui sont là, je crois qu'il ne faut pas les griller. Ils ont un rôle à jouer. On a vu le jeune Ouma Diakité, qui est excellent, qui est un joueur de qualité.
Mais par sa jeunesse, il passait tout son temps à faire un jeu individuel. Mais pour quelqu'un qui est expérimenté, il fera moins de l'individualisme que quelqu'un de plus jeune. Donc, tout à l'heure, on a vu le problème de Lewandowski. Son coéquipier, tout jeune, donc il gardait le ballon pour lui. Mais dans une compétition de haut niveau comme la CAN, ça peut créer des problèmes. Donc, je crois que jeunes comme anciens ont leur place dans cette équipe de Côte d'Ivoire et il reviendra à l'entraîneur de voir le profil qui lui convient pour animer son schéma de jeu. D'accord, très bien, c'est noté. Et on voit que finalement, Martial Goro finit par dire que oui, la présence des anciens est aussi bien nécessaire. Voyons l'avis de M. Lézou Vincent qui nous appelle de Cocody en Grès. M. Lézou, bonsoir. Bonsoir toute la team. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu merci. Surtout félicitations à M. Marcel qui donne des avis qui sont vraiment constructifs. Parce qu'en réalité, cette équipe-là, cette équipe jeune que les gens... Bon, c'est vrai que c'est bon de prendre la jeunesse, de mettre du sang frais, du sang neuf, mais il est aussi bon d'appeler les anciens. Les anciens qu'on a vus sont déjà bons. Il faut les appeler. Notre équipe que vous voyez là, on a vu le dernier match ici, avec, comment on appelle, avec l'Afrique du Sud. Beaucoup de ratés. Chacun joue en solo. Ouais. Ils ont oublié à l'heure. Quelqu'un qui est l'attaquant de pointe, sur lui, on doit jouer. Mais chacun cherchait à marquer individuellement. Donc, on ne peut pas prendre la jeunesse seulement pour mettre dans cette équipe. On va se faire Akiri. Il faut forcément appeler les anciens. Eux, ils peuvent crier sur eux parce qu'il faut une grande personne. On a cette culture-là, nous les Africains, de respecter les plus âgés. Quand les plus âgés sont là, ils parlent aux plus petits. Ils leur disent, la CAN, ce n'est pas une histoire de championnat de France, championnat d'Angleterre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un niveau, c'est un haut niveau. Donc, il faut jouer à fond. Il faut jouer beaucoup altruiste. Et quand on le voit, ce n'est pas ce que nous avions aujourd'hui. Les joueurs sont solistes. Nous voyons les joueurs qui jouent, il veut dribbler tout le monde. Lui seul, il va aller marquer. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas dribbler tout le monde, aller marquer. Même Messi a fait ça combien de fois. Donc c'est pour cela qu'il est important, très importantissime, de faire venir les anciens. Comme Marcel l'a dit, tous ces cadres qu'on a cités là, ils sont bons. Il n'y a pas un qui est, même quand on parle de 30 ans, 31 ans, il n'y a pas un qui est vieux. 31 ans, c'est encore jouable. Ouais. Donc je pense que tous ces anciens sont importants. Et même encore aller plus loin, appeler les gens comme les Drogba pour les encourager au stade. Voilà. Donc on a besoin des anciens. Ceux qui ne jouent pas, qui sont blessés, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont déjà peut-être qui sont forfaits, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui sont en forme, il faut les appeler. Ça c'est sûr, il n'y a rien à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lézou. Nous vous souhaitons la bonne grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà, M. Lézou, qui est d'un avis contraire que l'avis de Ballot et surtout Jean-Philippe, je voyais remuer la tête. Oui, Jean-Philippe, vous n'êtes pas du tout de ce point de vue. Il y a tellement d'axes d'analyse concernant la présence des anciens au nom de cette équipe nationale que je suis quand même surpris de plusieurs choses, entre guillemets. Déjà, si on prend les anciens offensifs, je vais m'appesantir sur le cas de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, je me rappelle très bien, très habitué à l'équipe nationale, était le joueur quand même qui était le plus décrié par son caractère soliste. Nicolas Pepe, ce n'est pas quelqu'un qui faisait la passe à Sébastien Haller, qui envoyait 0 centre, qui est un individualiste notoire. Et les Ivoiriens même s'en plaignaient à chaque fois. On voyait à chaque fois que les éléphants jouaient, mais à quel moment vous avez fait la passe à Haller? Quand ils jouaient sur les côtés avec l'ancien Max-Alain Gradel, quand Gradel était titulaire, on voyait qu'ils voulaient forcément finir les actions. Ils ignoraient complètement souvent le 9. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus... Justement, à l'époque, ils étaient si jeunes. Maintenant, ils n'étaient pas si jeunes. 2021, ils n'étaient pas si jeunes. Aujourd'hui, comme ils ne sont pas en sélection, on veut leur donner des ailes d'ange pour dire que non, mais il faut qu'ils soient là par rapport aux jeunes. Ça, c'est le premier aspect sur l'historique de leur passage avec la nouvelle génération d'offensifs qu'on a. Maintenant, l'autre axe d'analyse, c'est la compétitivité. Quand vous prenez Nicolas Pepe aujourd'hui, il joue certes à Besiktas, le championnat turc qui est un bon championnat, mais on le compare aux autres qui sont en équipe nationale. Moi, je regarde la liste des ailiers qui ont été appelés. À part le cas Max-Alain Gradel, dont d'autres raisons ont été évoquées pour sa présence en équipe nationale, moi, je ne vois pas comment est-ce que Nicolas Pepe pourrait être titulaire devant un garçon comme Adengra qui brille dans l'un des meilleurs championnats du monde, le championnat d'Angleterre,
où Nicolas Pepe est passé et, entre guillemets, il a échoué au niveau de son passage. Je regarde un garçon comme Diakité qui joue dans le championnat de France, où Nicolas Pepe, quand il a quitté l'Angleterre, il est parti du côté de Nice, il n'a pas pu retrouver son niveau de forme pour se retrouver du côté de la Turquie en toute fin de mercato. Je regarde un garçon comme Jonathan Bamba qui est en train de trouver ses marques dans le championnat d'Espagne, qui reste sur deux buts inscrits lors des 2 dernières journées du championnat, et à Jérémy Boga qui est en train de revenir en puissance. Donc quand je regarde déjà ces 4 ailiers qui sont chargés d'animer les couloirs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je me demande quelle place on va donner à Nicolas Pepe malgré son ancienneté. Okay. Je ne suis pas en train de dire que je ne souhaite pas qu'on l'appelle, mais je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il y a une génération qui était derrière dans l'antichambre qui a vite grandi, qui est en train de s'imposer aujourd'hui au niveau de ces meilleurs championnats, à qui on ne peut pas dire qu'il faut attendre la prochaine CAN. Parce que ces garçons sont déjà prêts. Je peux même faire le même exercice avec Eric Bailly, dont on a vu tout à l'heure les statistiques. Oui. 7 matchs joués, 7 fois titulaire. Mais dans la défense centrale, il y a qui? Vous avez Willy Bolly qui joue en championnat d'Angleterre aujourd'hui, titulaire à Nottingham Forest avec Serge Aurier qui est un trentenaire. Donc, qui peut tout simplement conseiller les plus jeunes. Mais quand on regarde au niveau des plus jeunes, là encore, c'est encore plus grave. Vous avez Odilon Kosonou, qui est leader du championnat d'Allemagne, qui joue dans l'équipe qui pratique peut-être actuellement le plus bon football du côté de l'Europe. Vous avez Ndika, titulaire du côté de l'AS Roma en Italie, sous les ordres de José Mourinho. Vous avez Ousmane Diomandé, qui est courtisé par le Real Madrid. Ouais. Bon, vous allez laisser ces garçons-là pour venir mettre Eric Bailly encore en équipe nationale. Donc, il y a une réalité qui est devant nous tous. Ces jeunes sont performants. Ces jeunes aujourd'hui font de l'ombre à ces anciens. C'est indéniable. On n'a pas remplacé ces anciens par des jeunes qui sont en train de, entre guillemets, fourbir leurs âmes. Ils sont titulaires dans leur club tous. Okay. Donc, à partir de ce moment, j'estime que c'est à ces anciens-là de cravacher encore doublement pour démontrer à l'entraîneur, au plus sportif ivoirien, que ce qui s'est passé de 2017 jusqu'à aujourd'hui, où on a eu des prestations en dehors de en Coupe d'Afrique des Nations, n'était que des erreurs de parcours, et que maintenant, avec l'âge, peut-être qu'ils sont disposés à réaliser de bonnes choses. D'accord, très bien, c'est noté, hein, Jean-Philippe. Éléphant, comme en 2015, faut-il rappeler certains anciens pour gagner la CAN à domicile? Nous avons donc entendu vos avis. Voyons l'avis du public sportif ivoirien. Effectivement, je pense que oui, nous devons appeler les anciens joueurs pour jouer avec les éléphants parce qu'ils ont pu, peut-être ce qu'on a vu en 2015, avec tout ce qu'ils ont fait, on pense qu'ils peuvent mieux faire encore. S'ils apportent quelque chose au nouveau, on pense qu'on peut remporter la coupe. Oui, parce que les anciens joueurs doivent apporter leur expérience aux jeunes joueurs de maintenant. Oui, je pense que les anciens joueurs doivent rentrer et apporter un plus de leur expérience à leurs petits frères. Nous devons remporter la CAN. Puisque la CAN, c'est en Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Nous devons à tout prix remporter la CAN. Oui, nous avons besoin des anciens joueurs de la Côte d'Ivoire comme Mas Gradel, comme ça. En tout cas, moi, je recommande plus Mas Gradel. Nous avons besoin de lui pour que la CAN de cette année soit à nous. Je trouve normal que on puisse appeler les anciens, puisque dans toute équipe normale, toute équipe qui recherche un trophée, a besoin d'expérimenter. Voilà. On a vu en 2015, il y a des anciens qui sont venus tels que Kolo Touré, tout ça. Voilà. Et ils ont apporté beaucoup à l'équipe nationale. Donc c'est très important qu'on appelle les anciens. Je trouve ça très juste parce qu'avec leur expérience, ça peut nous amener à remporter ce trophée. Donc c'est une très belle question, c'est une bonne idée, je dirais. Voilà, les anciens, avec leur expérience, ils vont essayer d'amener un plus pour que la coupe reste ici, en Côte d'Ivoire. Je veux que les anciennes reviennent pour que la coupe de cette année, nous la prenons comme en 2015. Parce qu'on ne veut pas la honte, les Camerounais là. Ils ne vont pas jouer. Donc s'il vous plaît, les anciens la revenaient. Bon, voilà, des avis partagés. Certains sont pour le retour des anciens et d'autres non. Bon.
Bon, c'est bien compris. De toute façon, le choix définitif revient au sélectionneur Jean-Louis Gasset. Et nous, on attend le commando pour la CAN qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire à partir de janvier 2024. Voilà pour l'actu de ce soir. On a aussi, justement, parlons de la sélection ivoirienne, un élément qui nous permet de voir la préparation des éléphants pour le match Côte d'Ivoire-Seychelles. On regarde. Garçon, y'a pas son petit haut. C'est pas blanc, c'est pas. On peut pas prendre pour toi pour partir comme ça. Jamais poteau. C'est pas blanc, c'est pas. Si tu es maman, déjà fait pour elle. Yannick Rossi. C'est pas terre, garçon, y'a pas son petit haut. La famille unie de Paris. C'est pas blanc. Alors, ça. Y'a pas garçon, là, y'a pas son petit haut. Dès que tu as poussé le premier cri, c'est là que tout commence pour toi. Sonski Gabana Goué. Bonne arrivée, entre le bien et le mal. Tu dois écrire ton histoire, Rodrigo Boulou. Et puis marquer ton temps. Et Danny Blanc. Arrobas de Lyon. C'est pas blanc, c'est pas blanc, c'est pas blanc. AB de Turin. C'est pas blanc, c'est pas blanc. De Paris, Bebeto, la magie de Paris, Isso, guichet automatique. Adibou le milliardaire, PDG Mohamed Douba, Zorito billet de banque. Merci d'être là à l'heure. La deuxième vague arrive ce soir à 21h. Tout le monde sera là aujourd'hui. C'est très bien. D'accord? Et c'est bien qu'on soit des pros. Qu'on soit des pros, qu'on commence à se mettre en mode commando. On n'est pas loin. Bon travail. La séance, les gars, avec Nico. Une mise en route avec Nico d'une 20-25 minutes. Derrière, un circuit technique avec un travail de finition. On aura les gardiens. Et on ne fera pas finition sur les petits buts. On aura les gardiens. D'accord? Mise en route. Après, on passera ici. On terminera ici avec ballon, les deux suivants. Ok? Allez, 5 minutes avec moi de mise en route. On va déchausser. C'est trop facile. Ouais, bien sûr, c'est allé. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est un petit ballon. Sors. Oui, mais pas plus tard, pas plus tard, le ballon. La joue, oui, bravo, bravo, Bigot, voilà, oui, bravo, là, oui, bravo, yeah, Jérémy, voilà, bravo. Voilà, on voit
vois que les joueurs ont répondu tous présents. C'est beau à voir, hein, Martial Goro. Oui, je pense que c'est quand même la tradition. Lorsqu'il y a un regroupement, on attend les joueurs. Hier, ils étaient, je crois, à 12. Aujourd'hui, ils ont un fichier complet. Et je crois que le travail va sérieusement commencer. On espère que Jean-Louis Gasset fera du bon boulot avec ses poulains pour que la Côte d'Ivoire puisse battre d'abord les Seychelles et puis ensuite la Gambie. Jean-Philippe, après ces images? Oui, Jean-Louis Gasset avait dit lors d'une interview avant cette rencontre avec ses joueurs qu'il fallait que les joueurs finissent le boulot. C'est-à-dire qu'il fallait que lorsque dans une rencontre, dans les moyens d'inscrire plusieurs buts, il fallait le faire. Et la majeure partie du travail foncier qui a été effectué depuis l'arrivée de ces internationaux là, concernait le travail offensif. On a pu le voir dans l'élément. Il a dit, ils ont beaucoup insisté là-dessus, sur la finition, les combinaisons aux alentours de la surface adverse. Maintenant, on espère que cela va porter ses fruits lors de ces 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde à venir. Voilà, bon, bonne chance aux éléphants pour les matchs face à la Seychelles et aussi le match d'après qui sera face à la Gambie. Bon, nous, on va terminer l'émission avec un jeu. Vous connaissez le jeu de la grande team, eh bien, c'est le plus calé. Alors, direction le plus calé. Le plus calé de ce soir, spécial football africain. Bon, on ne joue pas en équipe, hein, ce soir, pas de jeu collectif, mais plutôt un jeu individuel. On aura donc l'athlète Martial Goro. Oui, vraiment. L'adversaire Jean-Philippe et aussi Balo. Donc c'est bon, vous êtes prêts, monsieur? Chez vous, à la maison, hein, vous pouvez jouer. Hein, c'est simple, vous allez voir. Donc on y va. Première question. La Gambie compte combien de participations à la CAN? A, 1, B, 2, C, 3. La Gambie compte combien de participations à la CAN, la Coupe? Avant celle-là ou celle-là est dedans? Celle-là est dedans. Allez-y, allez-y, c'est déjà écrit. B pour Martial et Jean-Philippe. Et C pour Balo, c'est la réponse A. Une participation. Voilà pourquoi j'ai demandé. Ah oui, la sélection gambienne a fait sa première apparition à la CAN 2021 au Cameroun. C'est sa seule participation à ce jour à la compétition. Deuxième question. Quelle sélection africaine a déclaré forfait pour les éliminatoires du Mondial 2026? A, Djibouti. B, Érythrée. C, Sao Tomé. A, B ou C? B pour tout le monde, oui, effectivement, c'est la réponse B, Érythrée. Alors que la fédération a tout mis en œuvre pour que l'équipe joue, les autorités érythréennes ont refusé l'engagement de la sélection en raison de probables défections des joueurs en territoire étranger. Troisième question, messieurs. Qui est l'actuel sélectionneur du Gabon? Bon, c'est assez facile, hein, je crois. A, Thierry Mouyama. B, Patrice Neveu. C, Éric Moulengi. A, B ou C, qui est l'actuel sélectionneur du Gabon? A pour Martial et B pour Jean-Philippe et Balo. C'est la réponse A. Thierry Mouyama, l'ex-international gabonais, a succédé à Patrice Neveu, limogé en octobre 2023 pour résultat insuffisant. Il assure l'intérim à la tête d'un staff dont fait partie l'ex-international Éric Moulengi. Prochaine question, messieurs. Quatrième question, donc. Quel est le nom du sélectionneur des Seychelles? A, Thorsten Spittler. B, Stéphano Cousin. C, Vivian Beauté. A, B ou C? A pour Jean-Philippe et Balo et C pour Martial. Martial, vous êtes toujours à part, c'est bien. Et la réponse, c'est la réponse C. Vous aurez dû suivre Martial, l'expérience. Vivian Beauté. Spittler et Cousin sont respectivement les sélectionneurs du Rwanda et du Soudan du Sud. Dernière question, messieurs. Quel est le surnom de la sélection des Seychelles? A, les Dodos. B, les Pirates. C, les Océans Stars. Quel est le surnom de la sélection des Seychelles? On y va? Ah, je vois que là, maintenant, on suit Martial. Hein. C'est pour tout le monde. Mais c'est cette fois-ci, vous n'aurez pas dû suivre Martial. C'est B, les Pirates. Oui.
Les Dodos et les Océan Stars sont respectivement les surnoms des sélections de l'île Maurice et de la Somalie. Voilà. Qui est vainqueur ce soir? Roulement de tambour. Il faut souvent appeler les anciens en sélection. C'est Martial Goro. Les vieilles marmites font les bonnes sauces. Martial Goro, quelque part dedans sur ce mardi soir. Voilà, bon, c'est fini pour nous, hein, pour la grande team de ce soir. On termine avec les beaux pas de danse de Martial Goro. Oui, merci beaucoup, Martial. Merci, Marie-Christine. Merci, Jean-Philippe. Merci, Balo. Merci aussi à vous d'être toujours présents hein, au programme de la 3, à la grande team. On se retrouve demain. Demain, on sera là à 20h hein, pour le match en retransmission directe de la Women Champion League. Le match de 20h, prise d'antenne 19 à 25, c'est ça, Balo? D'accord. Alors, à demain. D'ici là, reposez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.